Ma sœur a distribué des billets de première classe à tout le monde, dans le salon de l'aéroport. Puis a laissé tomber une place en classe économique dans ma main, et Harry. Tu as l'habitude d'être à l'arrière, de toute façon. Je suis restée silencieuse, jusqu'à ce que le pilote ne s'avance vers la rangée 34E, en plein vol, pour me saluer, et dire, mon général, madame. Les talons du capitaine se sont joints, avec un bruit sec, semblable à celui d'un verrou de fusil qui se referme. Sa main droite s'est levée vers sa tempe, pour un salut militaire vif et précis. Le genre de salut que l'on ne fait que lorsque le grade l'exige. Quand le protocole n'est plus une option, et que la personne, face à vous, a mérité quelque chose qui ne s'efface pas, dans les toilettes d'un avion. 200 passagers ont tourné la tête, dans la même direction. Vers la femme assise à la place 34E, cette femme avec du café séché sur sa veste. Cette femme tenant une carte d'embarquement froissée pour la classe économique, celle que, depuis les 40 dernières minutes, sa propre sœur plaignait silencieusement. Depuis l'avant de l'appareil. Je me suis levé lentement, comme je le fais toujours, sans précipitation, de manière délibérée. La colonne vertébrale bien droite, et je lui ai rendu son salut. Et je tiens à être précise, au sujet du murmure qui a traversé cette cabine. Dans les 3 secondes qui ont suivi. Ce n'était pas un halètement d'étonnement. Ce n'était pas des applaudissements. C'était quelque chose de plus silencieux, et de beaucoup plus troublant, 200 personnes. Révisant simultanément une histoire, qu'elles pensaient déjà avoir comprise. Je l'ai entendu se propager, des rangées arrière vers l'avant. Comme le vent soufflant à travers un champ. Et, quelque part en première classe, je savais, sans même avoir besoin de regarder, que le visage de ma sœur avait pris la couleur d'une vieille craie. Elle m'avait tendu cette carte d'embarquement comme on prononce un verdict, comme un mot de la fin. Sur qui j'étais exactement, et sur ma véritable place. Elle avait ri, vraiment ri, et mon père avait ri avec elle. Tandis que ma mère s'était à peine couvert la bouche, et son mari, Vance, avait fait tourner son champagne dans son verre. En disant quelque chose à propos de la liste d'attente, et des salaires du gouvernement. Il se trompait sur mon salaire, depuis 15 ans. Il se trompait d'ailleurs sur presque tout le reste, aussi. Mais, ils étaient sur le point de découvrir la vérité, sur Vance, en premier. J'ai besoin de revenir en arrière. Parce que le salon de l'aéroport n'était pas le point de départ de tout cela. Tout a commencé de la manière dont la plupart des choses commencent, dans ma famille. Avec une histoire, sur laquelle ils s'étaient tous mis d'accord des années auparavant. Et qu'ils n'avaient jamais pris la peine de vérifier. L'histoire était la suivante, Harper s'occupe de trucs informatiques, pour l'armée. En gros, du support technique informatique, mais en uniforme. Utile, probablement, avec un salaire gouvernemental, tranquille et sans éclat. Mais pas le genre de choses que l'on mentionne lors des dîners mondains, à moins que la conversation ne soit déjà au point mort. Je ne les ai jamais corrigés. Je veux expliquer pourquoi, car je pense que les gens supposent que c'était soit par humilité, soit par obstination, et ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était plus proche d'un souci d'efficacité. Ma famille possédait une qualité particulière, que j'ai reconnue très tôt. Ils n'étaient pas curieux des choses, qui ne les affectaient pas directement. On pouvait les corriger une fois, et ils hochaient la tête, mais 2 mois plus tard. L'ancienne version de l'histoire revenait intacte, parce que la nouvelle information n'avait pas été jugée assez utile pour être mémorisée. Alors, j'ai simplement arrêté de les corriger. Mon nom est Harper Lynn Callaway. J'ai 38 ans. Je détiens le grade de général de brigade, dans l'armée de terre des États-Unis. Et je suis affecté au commandement des cyberopérations de la défense. Que je ne vais pas décrire en détail, car une partie est classifiée. Et le reste prendrait plus de temps, que cette histoire. Ce que je vais vous dire, c'est que je fais ce travail, depuis 16 ans. Que je possède une habilitation de sécurité, nécessitant une enquête d'antécédents. Bien plus longue que l'historique professionnel de la plupart des gens. Et que mon téléphone fourni par le gouvernement, un appareil renforcé, hautement crypté. Qui a l'air tout à fait banal, mais accomplit des choses, à faire pleurer les yeux d'un civil.
m'accompagne partout où je vais, y compris, à la place 34E. J'étais de retour sur le continent des États-Unis, depuis 11 jours, après un déploiement de 7 mois. Quand ma mère m'a appelé, pour me dire que la famille partait en voyage à Hawaï. Le 40e anniversaire de mariage d'Arthur et de Sandra Callaway. Chloé, ma petite sœur de 4 ans, ma cadette, et son mari, Vance, avaient tout organisé, les vols, les réservations d'hôtels, toute la logistique. C'était un geste généreux. J'ai dit à ma mère que j'en étais ravi. Elle m'a dit: vas-y, Chloé a pris les billets de tout le monde. Utilise simplement la confirmation. Qu'elle t'enverra. J'ai répondu que ça m'allait. J'aurais dû réserver mon propre vol. Ma sœur Chloé possède ce genre de beauté, qu'elle traite comme une véritable qualification professionnelle. Elle a épousé Vance Aldridge, il y a 3 ans, dans un lieu qui a coûté plus cher que ma première voiture, ma deuxième voiture, et une année entière de courses réunies. Vance gère des contrats de sous-traitance pour le gouvernement, dans le secteur de la défense. Il disait toujours vaguement « aérospatial et système ». Et, il arborait ce titre, de la même manière que certains hommes portent une montre. De façon ostentatoire, constamment, comme une évidence. Il avait cette confiance particulière, propre à celui qui ne s'est jamais vu dire « non » par quelqu'un qu'il respecte. Je l'avais rencontré 6 fois, avant ce voyage. Il m'avait demandé ce que je faisais, à 2 reprises. Avait écouté pendant environ 4 secondes à chaque fois. Puis avait ramené la conversation sur lui-même, avec l'aisance d'un homme pour qui les réponses des autres ne sont que de simples pauses entre ses propres phrases. Je ne le détestais pas, exactement. J'étais prudente avec lui. Il y a une différence. L'email de confirmation de Chloé est arrivé 3 jours avant le départ. Une réservation pour 4 passagers en classe affaires. Surclassés en première classe à la porte d'embarquement, Chloé, Vance, Arthur, Sandra. Une réservation séparée, en classe économique, Harper. Place 34E, siège du milieu, rangée 34 sur 38. Je l'ai lu 2 fois. Je me suis dit que c'était une erreur. Une fenêtre de réservation trop serrée, peut-être. J'ai envoyé un email à Chloé. Elle l'a lu, je pouvais voir l'accusé de réception, et n'a pas répondu pendant 18 heures. Quand elle l'a enfin fait, elle a écrit « Oh non, ce vol est totalement complet en classe affaires. Maintenant. Vraiment désolé. » Avec un petit emoji au visage triste, qu'elle avait visiblement pris plaisir à taper. J'ai vérifié le manifeste de vol, via un canal qui m'est accessible, mais qui ne l'est pas. Pour la plupart des gens. La classe affaires était occupée à 62%. Je n'ai rien réservé d'autre. J'ai préparé mon vieux sac à dos militaire, avec sa toile usée au niveau des bretelles. Et son unique écusson brodé, appartenant à une unité avec laquelle j'ai servi en 2014. Un détail qui ne signifie rien pour un civil, mais qui veut tout dire, pour quiconque y est allé. Et j'ai conduit, jusqu'à l'aéroport. C'est dans le salon VIP de l'aéroport OR, que j'ai pris la pleine mesure de la situation. Ma famille se tenait groupée, près de la fenêtre, tenant leur carte d'embarquement de première classe, au bord doré. De la même manière que les gens tiennent des accessoires, sur des photos. D'une manière un peu trop consciente, et un peu trop en hauteur. Mon père portait son blazer. Ma mère avait mis sa belle écharpe. Chloé portait une tenue blanche, soigneusement étudiée. Vance était en veste de sport, et tenait un verre de champagne, ce qui, à 10h40 du matin, est un choix audacieux. Je suis entré, avec mon sac à dos, et mon billet économique. Chloé m'a vu, et quelque chose a traversé son visage. De la satisfaction, je crois, bien qu'elle l'ait déguisée, en une fausse inquiétude. Elle a glissé la main dans son petit sac en cuir, et a sorti ma carte d'embarquement. Du bout de ses 2 doigts. Place 34E, a-t-elle dit. Son sourire narquois était léger, mais bien présent. Juste à côté des toilettes. Tu devrais t'y sentir, comme à la maison. Mon père a ri. Un vrai rire.
facile, et sans aucune retenue. Ma mère s'est couverte la bouche. Vance a fait tourner son verre, et a dit, honnêtement, tu as de la chance. Que nous ne t'ayons pas mise sur la liste d'attente. C'est le salaire du gouvernement. N'est-ce pas? Et ensuite, il a regardé mon père, comme s'il partageait une connivence. Et mon père a souri, comme si, en effet, c'était le cas. Je les ai regardés tous les quatre, pendant un instant, imprégnant mon esprit, de toute cette scène. Merci, ai-je dit, avant de prendre la carte d'embarquement, de ramasser mon sac à dos. Et de me diriger vers la file de la classe économique. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas corrigé leurs propos. Je n'ai donné aucune explication. J'avais appris, il y a bien longtemps, que la meilleure réponse face aux personnes qui vous sous-estiment, c'est la patience. La patience est un instrument de précision, à part entière. Vous le gardez bien aiguisé. Vous le rangez, soigneusement. Vous attendez simplement le moment, où il sera réellement nécessaire. Je ne savais pas, en me tenant dans cette file d'attente pour la classe économique, que ce moment allait survenir à 37,000 pieds d'altitude au-dessus du Pacifique, mais ce fut le cas. La place 34 était exactement ce que Chloé m'avait promis. Étroite, au beau milieu. Les toilettes se trouvaient, juste une rangée derrière moi, et l'odeur était déjà présente. Avant même que nous n'ayons quitté la porte d'embarquement, ce mélange bien particulier de désinfectants industriels et d'air recyclé, qui devient si profondément familier lors des longs vols, sans jamais, pour autant, devenir agréable. L'homme à ma gauche appuyait son coude avec une assurance frappante, dans notre espace partagé. La femme à ma droite était déjà endormie, la tête contre le hublot. Je me suis attaché, j'ai rangé mon sac à dos sous le siège, et j'ai regardé. À travers l'ouverture du rideau, ma famille s'installait. Dans ses luxueux fauteuils de première classe, à l'avant de l'appareil. Chloé a jeté un regard en arrière, vers l'allée, pendant qu'elle passait, m'a trouvé des yeux. Et m'a lancé un regard, que je ne peux décrire que comme global. Ce regard englobait le siège du milieu, le sac à dos, la veste usée, et classait tout cela dans une catégorie sur laquelle elle avait déjà statué. Confortable, ici à l'arrière, a-t-elle demandé. Très, ai-je répondu. Elle a ri, et a continué de marcher. Le vol a décollé, à 12h08. Pendant les 20 premières minutes, j'ai lu. J'ai pour habitude de transporter des vrais livres physiques pendant mes vols. Parce c'est l'un des rares environnements où je ne peux pas être jointe, et j'essaie d'en profiter pleinement. Puis, Vance est apparu. Il est descendu dans l'allée, depuis la première classe. Avec l'aisance d'un homme qui croit fermement que le monde est organisé pour son unique confort. Il tenait un gobelet en carton, rempli de café. Il s'est arrêté à ma rangée, non pas parce que ma rangée était sa destination, mais parce que les turbulences s'étaient légèrement intensifiées, et il s'est agrippé à mon appui-tête. Et, lorsqu'il a tenté de se stabiliser, le gobelet s'est incliné. Le café s'est répandu sur mon épaule gauche, et a coulé, sur le devant de ma veste. Il était chaud. Pas brûlant, mais avec ce côté délibéré, typique de ces accidents qui n'en sont pas tout à fait. Et qui semblent toujours prémédités. Vance a regardé la veste, puis, m'a regardé. L'entraînement militaire ne t'apprend pas à tenir un verre, a-t-il dit. Ensuite, il s'est glissé derrière moi, pour s'installer sur le siège côté couloir qui était vide. Comme s'il avait toujours prévu de s'asseoir à cet endroit. Il avait juste besoin d'une excuse pour s'approprier la rangée. Il a ouvert son ordinateur portable et s'est connecté au Wi-Fi de l'avion. Je suis resté assise, sentant le café refroidir sur ma veste. Et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, et non pas à ce que j'allais faire. Ça, je le savais déjà. Je me demandais si c'était proportionné, si je réagissais au café renversé, ou bien à 15 années d'une lente érosion accumulée, et si le concept même de proportionnalité ne voulait pas dire que parfois, la réponse la plus juste, face à 15 ans de petites blessures,
réside dans une action unique et très précise. J'ai décidé que c'était le cas. J'ai jeté un coup d'œil sur le bord de l'écran de Vance. Un portail de connexion d'entreprise. Un logo d'un sous-traitant de la défense que j'ai immédiatement reconnu. Je ne le nommerai pas ici, pour des raisons qui deviendront évidentes, mais je dirai simplement qu'il s'agit d'une entreprise ayant un contrat avec le département de la Défense, DoD. D'une valeur d'environ 3 milliards de dollars, et dotée d'un protocole de sécurité. Censé empêcher très exactement ce que j'étais en train de regarder. Un dossier était ouvert dans un coin de l'écran. L'étiquette indiquait DoD CIS A12, fichier d'architecture système du département de la Défense, tout cela. Sur le réseau Wi-Fi public d'un avion, au-dessus de l'océan Pacifique. J'ai gardé un visage impassible. C'est quelque chose que l'on apprend, non pas à l'entraînement à proprement parler, mais plutôt par l'accumulation de moments où votre visage ne doit, en aucun cas, vous trahir. Je suis resté de marbre, et j'ai glissé la main dans la poche de ma veste. Pour en sortir mon téléphone. Un équipement gouvernemental, doté d'un boîtier renforcé, et crypté selon une norme que la plupart des gens n'ont jamais eu de raison de comprendre. J'ai ouvert une application d'analyse réseau, et j'ai tapé une seule commande. Le réseau Wi-Fi de l'avion a été cartographié en 11 secondes. 43 appareils, une répartition standard pour un vol de cette taille. Des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables, le système de l'équipage de conduite. Et puis, diffusant de courtes salves de paquets cryptés sur un cycle de 6 secondes. Il y avait une machine, qui ne se comportait pas comme un appareil grand public. L'ordinateur portable de Vance. Le modèle des paquets de données m'a appris deux choses. Premièrement, il synchronisait activement des fichiers vers un serveur externe. Deuxièmement, le cryptage qu'il utilisait n'était pas le protocole standard de son entreprise. C'était un encapsuleur tiers, le genre qui n'est absolument pas autorisé. Dans les accords de sécurité des sous-traitants de la défense, que j'ai pu examiner. Et j'en ai examiné bien plus, que la plupart des gens n'en soupçonnent l'existence. J'ai commencé à dupliquer son trafic, silencieusement. Je veux être clair, sur ce que cela signifie, et sur ce que cela ne signifie pas. Je ne piratais pas. J'observais simplement des transmissions, qui étaient diffusées ouvertement, sur un réseau partagé. La distinction juridique est importante, bien que, dans ce cas précis, la question juridique qui finirait par être posée, ne me concernerait pas. Vance a terminé son café, et s'est rendu aux toilettes. Il a laissé son ordinateur portable grand ouvert. J'avais 90 secondes. Je les ai utilisées. À son retour, il a traversé directement la première classe, sans même s'arrêter à m'arranger. Il m'avait déjà oublié, à ce moment-là. Je crois que je n'étais que la femme de la place 34E, avec du café renversé sur sa veste. J'étais Harper, qui faisait du support technique, en uniforme. J'étais juste un personnage de second plan. Il n'avait aucune idée de ce qui tournait sur mon téléphone. Je me suis adossé, et j'ai regardé le flux de données. Pendant 40 minutes, il n'y avait que moi, les données en transit, et le bourdonnement sourd des moteurs de l'avion. Puis, l'avion a tremblé. Pas la douce fluctuation d'une turbulence de routine. C'était un choc structurel, une chute brutale et soudaine. Qui a fait vibrer les compartiments à bagages supérieurs. Envoyé un gobelet en plastique roulé dans l'allée. Et produit cette qualité très précise de silence, qui emplit une cabine, quand 200 personnes calculent simultanément leurs chances de survie. La voix du pilote a retenti dans l'interphone, à 14h34. Mesdames et messieurs, c'est le commandant Walsh qui vous parle. Nous rencontrons une anomalie sur notre système de navigation principal, et nous initions actuellement des protocoles de précaution. Nous espérons avoir plus d'informations à vous communiquer d'ici peu. Veuillez vous assurer que vos ceintures de sécurité sont bien attachées. Protocole de précaution. J'ai déjà entendu des pilotes utiliser cette expression. C'est la phrase qui signifie
ce n'est pas rien, mais j'ai besoin de 45 secondes de plus avant de vous dire ce qu'il en est. Le rideau, qui sépare la classe économique de la première classe, ne bloque pas particulièrement bien les sons. Et j'ai entendu la voix de Chloé résonner à travers la cabine, presque immédiatement. C'est tout à fait inacceptable. Vous ne pouvez pas nous laisser, sans aucune information. Et mon père, j'aimerais parler à un responsable, Evans, de façon tout à fait prévisible, qui menaçait de faire appel à des avocats, dans l'abstrait, comme le font souvent les gens, quand ils ont besoin de feindre de contrôler une situation qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Je suis resté immobile. Je n'avais pas arrêté de dupliquer les données de Vance. Dans l'intervalle de ces turbulences, quelque chose était passé et avait changé la nature même de ce que j'étais en train d'examiner. Il ne s'agissait plus de simples fichiers d'architecture. C'étaient des dossiers de personnel, des journaux d'identifiant d'accès. Pour 3 systèmes distincts de sous-traitants du DoD, et un fil de communication. Partiel et fragmenté mais tout à fait lisible, entre une adresse que je ne reconnaissais pas et une autre que je connaissais, car elle appartenait à une division de l'entreprise, dont j'avais examiné les protocoles de sécurité, 8 mois plus tôt. J'ai fixé l'écran, pendant un long moment. Ensuite, j'ai sécurisé les données, crypté la capture réseau, et je l'ai envoyée à un seul et unique destinataire, le colonel James Tran, du service de sécurité de la défense, à la division de la cybersécurité. 14 ans, au service du gouvernement fédéral. L'homme qui, si je lui envoyais une capture de paquet signalé, provenant d'un sous-traitant du DoD, sur un réseau ouvert, saurait exactement quoi en faire. Dans l'heure qui suit, j'ai tapé 2 mots, à la suite du fichier « Accusé réception ». Sa réponse est revenue, en 4 minutes à peine, reçue. Ne le perdez pas de vue. J'ai remis mon téléphone, dans la poche de ma veste, et j'ai gardé mes mains, très immobiles, posées sur mes genoux. La porte du cockpit s'est ouverte, à 14h51. Je l'ai entendue, avant même de la voir. Une résonance différente, provenant de l'avant de l'appareil. Le changement de pression si particulier, généré par l'ouverture de cette porte. Puis, des bruits de pas. Pas le pas rapide et efficace, d'un agent de bord. Une cadence militaire, plus longue et plus lourde, même s'il portait un uniforme civil de commandant de bord. J'avais fait des recherches sur le capitaine David Walsh, lors de l'enregistrement de mon siège. Ancien aviateur de la marine, 22 ans de service actif, retraité avec le grade de capitaine de vaisseau, avant de passer à l'aviation commerciale. Il avait la posture de quelqu'un, pour qui la prestance militaire, était devenue structurelle. Comme le font les habitudes, quand on les conserve, suffisamment longtemps. Il a traversé la première classe. Ma mère a essayé de l'interpeller. Il l'a dépassé, sans même ralentir. Chloé s'est avancée dans l'allée, et a dit quelque chose, je pouvais deviner le ton. Cette autorité sociale, qu'elle déploie avec aisance. Dans les situations où elle exige des résultats. Il est passé devant elle, lui aussi. Il a continué de marcher, dépassant les sièges de la classe affaires, franchissant le rideau. Descendant l'allée de la classe économique, jusqu'à la rangée 34. Il s'est arrêté. J'étais déjà en train de détacher ma ceinture de sécurité. La cabine était devenue silencieuse, de cette façon dont elle le devient. Quand il se produit quelque chose, qui supplante la réalité sociale individuelle. Pas un silence poli, mais un silence lourd et collectif. Le silence de 200 personnes, qui subissent le même recalibrage mental. De manière totalement simultanée. Le capitaine Walsh a joint les talons. Sa main droite s'est levée vers sa tempe. Un geste vif, très précis. Le salut que l'on adresse à un officier général. Non négociable selon le règlement, et impossible à exécuter par simple accident. On ne salue jamais un général, par accident. On sait parfaitement ce que l'on fait. Mon général. Madame. Je me suis levé. J'ai rendu le salut, et c'est là que je l'ai entendu.
Ce murmure, qui a traversé la cabine. Cette inspiration collective, cette révision mentale. Qui a commencé quelque part dans les rangées derrière moi, et s'est propagée vers l'avant. Comme une vague lente et puissante. J'ai entendu quelqu'un, dans la rangée devant moi, murmurer « Oh mon Dieu !» Je n'ai rien entendu venir de la première classe, ce qui, au fond, m'a tout dit. Walsh a parlé doucement, avec l'efficacité de quelqu'un qui a l'habitude de livrer des briefings opérationnels sous pression. Et qui ne gaspille pas ses mots. Nous avons une panne confirmée. Des systèmes de navigation principale et secondaire. La fenêtre météorologique civile s'est refermée. 3 aéroports, à portée de déroutement, sont fermés à cause d'une tempête du Pacifique, qui s'est déplacée beaucoup plus vite que prévu. Il ne nous reste qu'une seule option viable. Pour un atterrissage d'urgence, une pause, le temps d'une inspiration. La base conjointe de Pearl Harbor-ICAM. Mais, dérouter un avion civil vers un espace aérien militaire restreint, exige l'autorisation de commandement d'un officier supérieur doté d'une habilitation active. Il a maintenu son salut, bien fermement. Nous avons besoin de votre code de sécurité pour procéder, mon général. Le temps presse. L'agent de bord, près de la cuisine de l'avion, n'avait pas bougé d'un pouce. L'homme à ma gauche, qui avait défendu agressivement la frontière de l'accoudoir depuis notre départ de Chicago, gardait maintenant les mains sagement croisées, sur ses genoux. 200 personnes regardaient la femme, qui portait une tache de café, sur sa veste. J'ai glissé la main dans ma poche, j'ai sorti le téléphone crypté, et j'ai tapé la séquence d'autorisation à 12 caractères. Vous êtes autorisé, pour le déroutement d'urgence, ai-je dit. Transmettez l'autorisation du code, Delta 7, à la tour de contrôle de Pearl Harbor. Bien reçu. Il a baissé la main, mettant fin au salut, puis s'est retourné vers le cockpit. Avec la rapidité habituée et mesurée, de quelqu'un qui a un objectif précis à atteindre. Merci, mon général. Il s'éloignait déjà. Je me suis rassise. Mes mains reposaient sur mes genoux, parfaitement stables. J'ai regardé droit devant moi, fixant le dossier du siège précédent, et j'ai respiré un grand coup. En première classe, plus personne ne parlait. Je n'avais pas besoin de regarder. Je connaissais très bien la forme de ce qui se jouait là-bas. La dissolution lente et involontaire de cette histoire qu'il faisait tourner en boucle. Depuis 15 ans. Cela n'arrive pas d'un seul coup. Cela se produit par étapes successives. D'abord l'incrédulité, puis la recherche frénétique d'une explication alternative. Et enfin, le moment fatal, où l'on réalise qu'il n'y en a aucune. J'ai attendu. Après environ 90 secondes, Chloé est apparue, au niveau du rideau. Elle se tenait là, et je l'ai fait attendre. Et puis, je me suis tourné, et je l'ai regardée. Le visage de ma sœur avait perdu toute trace de représentation. Le sourire narquois s'était envolé. L'aisance avait disparu. L'autorité si confortable de celle qui a toujours été en position de distribuer les cartes d'embarquement. Tout cela était bel et bien fini. Ce qui restait, c'était une expression que je n'avais vue que de très rares fois dans nos vies. Et toujours de manière éphémère. La véritable personne, cachée en dessous. La petite fille, qui ne savait pas trop où était sa place. Elle a dit, Harp, je sais, pour Vance. J'ai répondu, sans élever la voix, mais de manière très claire. Elle a cligné des yeux, demandant. Quoi? Il a synchronisé des fichiers restreints du DoD, vers un serveur tiers non autorisé. Depuis un réseau public, à 37 000 pieds d'altitude. J'ai lancé la capture des données. Depuis 1 heure. Elles ont déjà été reçues, et signalées par le DSS. Elle m'a regardé, pendant un long moment. Il ne ferait pas ça. Je vais avoir besoin, que tu retournes à ta place, ai-je dit. Des agents fédéraux, attendront l'avion à ICAM. Ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. S'il n'a pas été prévenu.
Les couleurs qui avaient quitté son visage ne sont pas revenues. Elle est retournée, s'asseoir à sa place. J'ai regardé par le hublot vers le Pacifique, cet océan immense, plat, et totalement indifférent. Et j'ai repensé au code d'autorisation, que je venais de transmettre, au fichier de capture. Que le colonel Tran était déjà en train de traiter, et au fait que, dans environ 2 heures, nous serions au sol, sur une base militaire, où Vance Aldridge allait devoir avoir un tout autre type de conversation, que celle qu'il avait prévu d'avoir à Hawaï. Ma veste sentait toujours l'odeur de son café. Je l'ai gardée sur moi. Nous avons atterri à Pearl Harbor ICAM, à 16h47, heure locale. L'approche s'est faite en douceur. Walsh était un excellent pilote, un ancien de la marine, et la tour de contrôle de Pearl Harbor avait dégagé notre piste, dès l'instant où le code Delta 7 avait été transmis. Il y avait 2 véhicules sur le tarmac, lorsque l'escalier a été déployé. Pas les gros SUV, que les gens s'imaginent souvent en voyant des films. Juste 2 berlines gouvernementales sombres, très banales, garées selon un angle précis. Avec 4 personnes en civil, debout à côté. Et arborant cette immobilité si particulière des gens, qui ont longuement attendu, et qui n'ont pourtant pas la moindre trace d'impatience. J'ai reconnu l'une de ces personnes, l'agent spécial Donna Park, du DCIS. Le service d'enquête criminelle de la défense. 12 ans d'expérience, dans les affaires de fraude et d'espionnage, impliquant des sous-traitants. J'avais travaillé, en parallèle de 2 de ces enquêtes. Elle avait 44 ans, était d'origine américano-coréenne, mesurait 1,62 mètres. Et avait la réputation dans la communauté, de boucler des affaires, que d'autres enquêteurs jugeaient tout bonnement insolubles. Elle ne souriait jamais, quand elle travaillait. Et elle ne souriait pas, en ce moment même. Les passagers ont été retenus à l'intérieur de l'avion, pendant 40 minutes. Le temps que la situation au sol soit bien coordonnée. Les agents de bord se déplaçaient dans la cabine avec un calme olympien, distribuant de l'eau et filtrant délicatement les questions. Le capitaine Walsh a fait une seule annonce supplémentaire, il y avait eu un problème de sécurité. Nécessitant une coordination fédérale, l'avion était totalement en sécurité, Hawaiian Airlines s'occupait d'organiser des transports et des hébergements alternatifs, et chacun serait pris en charge. Il n'a pas regardé la rangée 34, au moment où il l'a dit. Il n'en avait pas besoin. Vance Aldridge a été extrait de l'appareil, avant même que le débarquement général ne soit autorisé. J'ai observé la scène, depuis mon hublot. 2 agents, un de chaque côté, dessinant la géométrie très spécifique d'une escorte fédérale. Sans brutalité, sans aucun drame, mais de manière totalement inexorable. Il portait toujours sa veste de sport. Il tenait la sacoche de son ordinateur. Et il paraissait beaucoup plus petit sur ce tarmac, qu'il ne l'avait été, dans l'allée de l'avion. Chloé marchait juste derrière lui. Elle s'enlaçait avec ses propres bras, bien qu'il fît chaud au sol. Elle a levé les yeux vers l'avion, lorsqu'elle a atteint le tarmac. Je ne sais pas, si elle pouvait me voir à travers le hublot, depuis cette distance. Je ne sais pas, si elle me cherchait spécifiquement du regard. J'aime à penser, que c'était le cas. L'agent Park m'a retrouvé dans une salle d'attente, près de la zone d'embarquement. Une lumière fluorescente bien propre, une table, et 2 chaises. Elle a posé un enregistreur sur la table, m'a dit qu'il tournait, et m'a demandé si cela me convenait. J'ai dit oui. La capture de paquets de données, que vous avez transmise au colonel Tran, a-t-elle dit. Expliquez-moi cela, en détail. Je lui ai tout expliqué, en détail. Elle a posé des questions techniques très précises, et j'ai donné des réponses techniques tout aussi précises. Et, à aucun moment, elle n'a demandé quoi que ce soit, qui pût suggérer qu'elle ne comprenait pas exactement ce que j'étais en train de décrire. Nous sommes restés là, pendant 1h40 minutes. Les fichiers trouvés sur l'ordinateur portable de Vance se sont avérés ne pas être la plus grande partie du problème. Ces fichiers n'étaient que la preuve du problème,
qui était le suivant, Vance Aldridge. Fuyait de manière sélective la documentation d'architecture du système vers un sous-traitant concurrent, non pas un acteur étranger, ce qui aurait été bien pire, mais un concurrent national, positionné sur le même appel d'offres du DoDLSE. Sur une période d'environ 14 mois. L'encapsuleur de cryptage tiers, qu'il utilisait pour ses transmissions, était exactement le même encapsuleur que l'équipe informatique de ce sous-traitant concurrent utilisait en interne. C'est ce qu'on appelle, dans la terminologie juridique qui figurerait plus tard sur l'acte d'accusation, le vol de secrets commerciaux dans le cadre d'un contrat fédéral. C'est un crime, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Cela constituait également, comme me l'a indiqué l'agent Park sans la moindre inflexion dans la voix, une violation flagrante de l'accord d'habilitation de sécurité de Vance, de son contrat de travail, et de plusieurs dispositions spécifiques du supplément à la réglementation fédérale sur les acquisitions de la défense. Il envisageait, au minimum, la fin brutale de sa carrière, et au maximum, un plafond de 10 ans. Dans une prison fédérale. J'ai fourni ma déclaration complète. J'ai signé les documents officiels. J'ai remis une copie intégrale du fichier de capture. L'agent Park m'a serré la main à la fin, ce qui fut le premier et l'unique geste personnel de toutes ces 90 minutes. Merci, mon général, a-t-elle déclaré. C'est du travail propre. Il s'est assis juste à côté de moi, ai-je répondu. Elle a presque souri. Mes parents m'attendaient dans le terminal principal, quand je suis sorti. Mon père était assis. Ma mère se tenait debout. Ils ressemblaient tous les deux à des gens qui avaient traversé une épreuve, sans être tout à fait sûrs de ce dont il s'agissait. Mon père s'est levé quand il m'a vu. Il a 67 ans, mon père. Il a été ingénieur pendant 30 ans, puis, il a pris sa retraite. Et est devenu quelqu'un qui joue au golf, et rit volontiers aux blagues de son gendre. Ce n'est pas un mauvais homme. C'est simplement un homme qui a choisi l'histoire la plus facile à croire. Parce que personne ne lui en avait offert une plus difficile. Et que je ne lui en avais jamais offert une, moi-même. Et, j'avais fait cela, tout à fait exprès. Et, en me tenant là, dans le terminal de cet aéroport, je me suis demandé si ce choix était quelque chose que je devrais réviser. Il a dit, Harper. Juste mon prénom. J'ai répondu, papa. Il a passé ses bras autour de moi, et je l'ai laissé faire, ce qui n'est pas une chose à laquelle je m'adonne facilement. Et il m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude, et je l'ai senti expirer profondément. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Il s'est reculé, et m'a regardé avec l'expression d'un homme qui serait confronté à une très longue erreur mathématique. 15 années d'une histoire sur du support technique en uniforme, et pendant tout ce temps, la bonne réponse était assise juste là, sous ses yeux, en train de corriger son travail. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce qu'à chaque fois que j'essayais de te le dire, la conversation passait à autre chose. Ai-je expliqué? Alors finalement, j'ai arrêté d'essayer. C'est de notre faute, à tous les deux. Ma mère n'avait pas bougé. Elle portait toujours sa belle écharpe, bien qu'elle fût de travers maintenant. Et elle me regardait, avec quelque chose de très complexe, pour lequel je n'avais pas entièrement le vocabulaire adéquat. Du chagrin, peut-être, ou bien, cette chose qui ressemble au chagrin. Alors qu'il s'agit en réalité d'un recalibrage, qui se produit beaucoup plus vite qu'une personne ne peut le gérer gracieusement. Elle a dit, ta sœur, et puis s'est arrêtée. Je sais, ai-je répété. Chloé était avec les agents fédéraux. Elle n'était pas en état d'arrestation. Elle n'avait rien fait d'illégal, pour autant que quiconque puisse le déterminer. Mais, elle était interrogée en tant que témoin matériel, ayant connaissance des activités professionnelles de son mari. Cet interrogatoire allait durer plusieurs heures. À la fin de celui-ci,
elle allait devoir prendre des décisions, sur ce qu'elle savait. Et sur le moment exact, où elle l'avait appris. Ces décisions, il ne m'appartenait pas de les prendre pour elle. J'ai laissé mes parents dans le terminal, et je suis sorti vers l'extérieur de la base. Passant le point de contrôle, où un jeune policier militaire de 22 ans en équipement complet m'a tenu la porte, avec un « bonsoir ». Mon général, très précis, et je me suis tenu debout, dans l'air nocturne hawaïen. Qui sentait le sel et le carburant d'aviation, baignant dans cette obscurité chaude si spécifique. Que l'on ne trouve que sur une installation militaire, près de l'océan. Et j'ai pensé à toutes ces fois, où je m'étais assise à la table du dîner familial. Et où je les avais écoutés, m'expliquer le sens de ma propre vie. 15 ans, c'est très long, pour laisser courir une histoire fausse. Je l'avais laissé courir, parce que la corriger donnait l'impression de se disputer. Et que se disputer, donnait l'impression d'attendre quelque chose. De personnes qui avaient de toute façon décidé, qu'elles savaient déjà tout. Mais le problème, avec une histoire qui n'est pas corrigée, c'est qu'elle ne reste jamais immobile. Elle grandit. Elle circule, et se transmet de personne en personne. Elle devient la version officielle, sur laquelle tout le monde se base. Et finalement, vous vous retrouvez assise à la place 34E. Avec le café de quelqu'un imbibant lentement votre veste. Simplement parce que cette histoire raconte, que c'est là, que se trouve votre place. Je n'étais plus en colère, désormais. Je veux être très clair, à ce sujet. Toute la colère que j'ai pu avoir et il y en avait eu, silencieuse et tranchante. Coulant sous la surface des choses pendant des années avait achevé son œuvre. Et était maintenant terminée. Le salut du capitaine en avait été la toute dernière pièce. Non pas parce qu'il s'agissait d'une validation, exactement, mais parce que c'était d'une grande exactitude. Le monde avait corrigé son propre registre, publiquement, à 37 000 pieds d'altitude. Devant 200 témoins, et une diffusion en direct sur les réseaux sociaux, que Chloé n'avait pas eu le temps de couper, avant que tout cela ne se produise. J'ai vérifié mon téléphone. 14 messages, provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Ce qui impliquait qu'il s'agissait de personnes, qui étaient présentes sur ce vol. 47 appels manqués, ce qui signifiait que l'histoire, était déjà sortie de l'avion. L'extrait vidéo du salut quelqu'un l'avait filmé, bien sûr. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour filmer avait été publié sur 3 plateformes. Et était partagé, en temps réel. J'ai rangé, mon téléphone. Le colonel Tran m'a appelé à 21h15. Il m'a informé que le fichier de capture avait été traité. Que la chronologie avait été minutieusement reconstruite. Que l'équipe informatique du sous-traitant concurrent était en train d'être contactée. Et que l'habilitation de sécurité de Vance Aldridge avait été purement et simplement révoquée dès 18h, en attendant les résultats de l'enquête complète. Il a dit, belle prise, mon général, de la façon dont les gens de ce métier le disent habituellement. Non pas avec surprise, parce que la surprise impliquerait qu'il s'attendait à autre chose. Mais avec une profonde satisfaction. La satisfaction, d'un système qui fonctionne très correctement. J'ai dit, il s'est assis, juste à côté de moi. Il y a eu une brève pause. Il l'a vraiment fait, en effet, a répondu Tran. Vance a été formellement inculpé, 11 semaines plus tard. Vol de secrets commerciaux, violation des réglementations fédérales sur les contrats. Et transmission non autorisée, de données techniques contrôlées. Son avocat a plaidé non coupable, un plaidoyer que personne, dans les communautés concernées, ne considérait susceptible de survivre, au simple contact des preuves accablantes. L'entreprise l'avait d'ailleurs licencié, dès le lendemain de son arrestation. Chloé a demandé la séparation, 2 mois après le voyage à Hawaï. Elle ne m'a pas appelé, pour m'en parler. Elle a fini par poster un message à ce sujet, vague, très soigné. Utilisant le langage d'une personne, jouant un type bien particulier de force de caractère. Et j'ai vu ce message, parce que quelqu'un me l'a envoyé. Et j'ai repensé à son visage sur le tarmac. Les bras enlacés autour d'elle-même sous la chaleur écrasante,
levant les yeux, vers l'avion. Je lui ai envoyé un seul message texte, « Je suis là, si tu as envie de parler ». Elle n'a pas répondu, pendant 6 longues semaines. Et puis, un soir à 23h40, mon téléphone s'est illuminé. Je ne savais pas pour les fichiers, a-t-elle écrit. J'ai besoin que tu saches, que je n'en savais rien. J'y ai réfléchi, l'espace d'un instant. Je te crois, ai-je répondu. C'est déjà, un point de départ. Ce n'est pas une résolution définitive. Ce n'est ni la fin de quelque chose, ni même le début d'autre chose. Pas de manière nette, du moins. Ce sont juste 2 personnes, approchant la quarantaine. Qui décident lentement et sans aucune cérémonie, s'il leur reste suffisamment de choses pour reconstruire quelque chose. Je ne le sais pas, encore. Mais, j'ai grandi avec elle. Et malgré tout, la carte d'embarquement, le sourire narquois. Le rire facile et moqueur à mes dépens, elle reste ma sœur. Étage 15 années d'une histoire fausse, est un tort qui se partage, des 2 côtés. Ce que je sais, c'est ceci, je suis rentré d'Hawaï, en première classe. Sur un vol de transport militaire organisé par la base, car c'est la procédure habituelle. Lorsqu'un officier général nécessite un rapatriement, suite à un déroutement imprévu. Ce n'est pas un privilège. C'est simplement, de la logistique. Mais le siège était large, et la lumière, était bonne. Et, quelque part au-dessus du Pacifique, l'équipage m'a apporté du café, bien chaud. Dans une vraie tasse. Et je l'ai tenu, avec aisance, regardant les eaux sombres, à 37,000 pieds en contrebas. Et j'ai pensé, à la place 34E. À l'homme, avec son coude hautement territorial, à l'odeur des toilettes. À la carte d'embarquement froissée, au café qui imbibait lentement ma veste. Au visage de Chloé quand elle me l'a tendu, et à cette qualité si particulière de satisfaction. Qu'elle en avait tiré. Elle m'a donné ce siège, à cause de la place, où elle m'avait relégué dans son esprit. J'étais assise à seulement 3 rangées de Vance, lorsqu'il a ouvert son ordinateur portable. J'y ai repensé, à plus d'une reprise. Elle m'avait attribué très exactement le bon siège, pour que je puisse voir très exactement la mauvaise chose. Le monde ne s'aligne généralement pas avec autant de précision. Mais quand c'est le cas, il faut l'accepter. Et moi, je l'ai accepté.